si tu veux. Oui, Comme non, ça, c'est bon. on a une double sécurité. Et c'est parti. Bonsoir. Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manitou, on retrouve Ariel Asaf. N'essayez pas de vous inscrire à Shavuot, c'est plein. Ariel guide et ça va être super. Et on se retrouve pour parler ce soir d'une héroïne très très connue, mais tu vas nous faire plein de nouveautés sur Hana Senesh. Bechavod. Bien, alors bonsoir tout le monde et comme toujours un plaisir de se rencontrer. Et aujourd'hui on va parler donc d'une héroïne. On a déjà parlé d'une héroïne il n'y a pas très longtemps. On avait parlé de Olga Khankin, qui était la sage-femme qui a accouché toutes les femmes importantes d'Eretz Israël dans les années 1920 et après, et qui a permis l'achat de beaucoup de terrains après que les maris de ces femmes arabes ont été convaincus par Olga de vendre des terrains à son mari Yoshua Khankin. Là, on va parler d'une héroïne plus militaire, une héroïne combattante et également une héroïne culturelle, elle nous a légué beaucoup de chants et de poèmes, dont certains sont des chants que tout le monde connaît. Je pense que le chant Eli, Shelo, Yigamer, Olam est très très connu. J'ai choisi cette figure, ce personnage, puisqu'on est à la veille de l'Akba Omer. L'Akba Omer, on parle de deux choses. On a bien sûr le Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on a également la révolte de Bar Kokhba. Et on a la Gvura militaire de Bar Kokhba. Et bien sûr, on est en période de guerre, Haravot Barzel, avec la bravoure de nos soldats, soldates, conjoints, mari, épouse et parents qui sont tous imbriqués dans ce qui se passe. Et donc j'ai choisi cette figure de Hana Senesh qui de son nom hongrois s'appelait Aniko. Je rappelle qu'elle vient d'une famille assimilée. Et je lance le diaporama. Un instant. Voilà. Et bien, alors bonsoir, et on veut donc parler de Hana Senesh. Hana Senesh, j'avais marqué dans le titre une héroïne d'Israël, Aniko Senesh. Aniko, c'est son nom hongrois. On la voit sur l'image là en uniforme de soldate anglaise. On la voit à gauche, on voit à gauche un timbre émis en l'honneur des parachutistes d'Eretz Israël qui ont sauté derrière les lignes nazies. Et au centre, un poème qu'elle a écrit, Ashrei Gafur, Shen Israf Ve'etzit Levavot. Mais tout ça, on va faire dans l'ordre et on va y arriver dans quelques minutes. Alors commençons par le début. Et le début est donc en 1921 à Budapest, en Hongrie. Hana Senesh, Nico Senesh, vous voyez à droite la photo à Nico, né dans une famille juive très assimilée, avec un père très célèbre, Béla Senesh, qui est un auteur, écrivain hongrois, mais qui décède très jeune quand elle est encore enfant. Et donc on la voit sur la photo avec sa mère Katharina et avec son frère Giora, Georges. Et elle écrit très tôt. À l'âge de 13 ans, elle va commencer à tenir un journal où elle raconte son histoire, mais elle écrira aussi des poèmes déjà très jeune. Son premier poème, elle l'a écrit à 6 ans. Pour comprendre, elle ne sait pas encore écrire, mais elle sait déjà composer. Elle demande à quelqu'un de composer, de l'écrire pour elle. Elle compose un poème et demande à une amie de lui écrire et à 6 ans. Bon, avec un père écrivain et journaliste en Hongrie, elle avait les bons gènes. Et elle grandit une enfance insoucieuse, insouciante, pardon, heureuse. Enfin non, elle a quand même perdu son père très jeune, mais enfin, la famille fonctionne, c'est une famille aimante et qui marche bien, et elle est très hongroise. Et tout ça va finir par un jour où Hana Senesh a 13 ans et elle choisit dans son école pour être directrice d'un des comités culturels des élèves de son école. Et elle se voit obligée, contrainte de renoncer à son poste parce qu'elle est juive. C'est la première fois qu'on lui fait comprendre qu'elle est juive et qu'être juive, c'est être citoyen de seconde zone. Alors, il y a un très bon film de Menachem Golan qui s'appelle La guerre de Hana,
Et j'ai un extrait là où on voit quand elle va être en but pour la première fois à l'antisémitisme. Out of 200 possible votes, there were 20 abstentions. Votes cast were as follows. Nod Zhuzha, 10 votes. Kovac Maria, 14 votes. Shiklushi Ildiko, 27 votes. Haba Ergi, 44 votes. 44 voix. Senesh Aniko, Nico Senesh, 85 héroïne, votes. 85 voix. Elle a le double de la plus félicitée. By a majority of 41 votes, and for the second year running, I declare Aniko Senesh Secretary of our Literary Society. Do you have an acceptance speech? Yes. Then go ahead. Members of the Literary Society. Professor Abbas, just a minute. I've overlooked an important regulation concerning eligibility. What regulation? The new board has decreed that only Christians may be elected to important positions in Hungarian institutions, and Senesh Aniko is a Jew. Well, say something. What can I say? Or you're the president, aren't you? I'm sorry, Annika. Aniko, please. I withdraw my nomination. I'll see you tomorrow. Donc, c'est la découverte de l'antisémitisme, mais c'est aussi pour elle la découverte de son judaïsme et du sionisme. Donc, ça va opérer un changement total de sa personnalité. Maintenant, elle s'intéresse à qu'est-ce qu'être juif, puisqu'elle est en but à cet antisémitisme. Alors, elle ne s'est jamais posé la question. Maintenant, elle veut comprendre ce que c'est qu'être juif, quelle est son identité juive, et elle découvre le sionisme et elle se lance à fond dans l'activité des activités sionistes. Alors, elle apprend le Tanakh, elle apprend la Bible, puisqu'elle veut découvrir son judaïsme. Et regardez à gauche la lettre, c'est une lettre manuscrite qui se trouve aux archives de Hana Senesh, qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale d'Israël, à Jérusalem. Et vous pouvez lire, c'est écrit de sa main avec beaucoup de fautes d'orthographe. Ani rotza likro Tanakh be'ivrit. Je veux lire le Tanakh, la Bible, en hébreu. Ani odat sheyeh kashe me'od. Je sais que ce sera très dur. Aval zot asafat ha'emetz, mais c'est la véritable langue et la plus belle. Et ça, c'est la langue qui exprime notre peuple. Alors voilà, c'est sa découverte de l'hébreu, du judaïsme, du sionisme, et elle commence à écrire en hébreu. Elle a 14 ans. Alors, vous voyez des photos d'elle en Hongrie, avec sa belle robe de soirée à droite, et à gauche, elle a reçu un appareil de photo, et voilà, elle invente le selfie. C'est elle qui se fait un autoportrait, si vous voyez bien. Elle tient l'appareil photo dans ses mains, et elle photographie son reflet dans le miroir. Voilà, alors, le selfie, c'est pas sur le téléphone aujourd'hui. Hana Senesh a déjà fait du selfie dans les années 30 à Budapest. Et la prochaine étape va être de partir et d'aller en Eretz Israël. Alors, pour aller en Eretz Israël, c'est complexe à l'époque. D'abord, il faut convaincre sa mère. Ensuite, elle décide que si elle va en Eretz Israël, elle y va pour faire de l'agriculture. Et elle a entendu qu'il y a en Israël, à Nahalal, qui est un moshav, donc un village agricole de la vallée de Israël, à Nahalal, il y a une ferme-école pour les jeunes filles. Et alors, elle écrit en hébreu une lettre à la directrice de l'institution. Ceux qui arrivent à lire, c'est à gauche. Lichvod Mnahelet Bet Sefer Chaklai Litzeirot Ben Halal, à l'intention
de la directrice de l'école agricole pour jeunes filles à Nahanal. בצירוף לבקשתי, הנני לכתוב את קורות חיי. En injonction à ma demande, voilà, je vous joins mon CV. Et elle raconte son histoire, son enfance à Budapest. Elle est acceptée et elle arrive à Nahalal, elle s'épanouit. Vous la voyez à droite en train de garder la volaille. Alors, ça, c'est une photo à Nahalal dans la vallée d'Israël avec les volailles. On est en 1939, si je ne me trompe pas. 38, pardon. Et voilà une lettre qu'elle écrit à la maison. Je ne sais pas si je vous ai déjà annoncé que je suis sioniste, mais je suis arrivé à la conclusion que c'est la seule solution pour le problème juif et que le sionisme en Eretz Israël est fait pour rester. C'est un fait établi. Et je sais que ça va être dur, mais je suis prêt à me mesurer, ça en vaut la peine. Et de nouveau, vous la voyez dans la photo de droite, vous voyez la ferme école de Nahalal. Et à gauche, vous la revoyez avec les volailles. C'est aussi quelque chose d'entièrement nouveau. Comprenez que le sionisme, c'est quelque chose de neuf, ce retour à une normalité, à vouloir être un peuple sur sa terre en Eretz Israël. Le retour à l'agriculture, ça fait 2000 ans qu'on ne fait pas d'agriculture. Et Hannah Meisel, agronome, a eu cette idée folle de créer une ferme pour former des jeunes filles agricultrices. Parce qu'au départ, même les jeunes filles qui vont se joindre à un kibbutz, eh ben, elles vont faire des travaux de filles, c'est-à-dire de femmes, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à la cuisine, à la lavanderie, et c'est les boulots qu'on leur donne. Et Hannah Meisel va dire non, on va former les jeunes filles à l'agriculture. Il y a un très beau musée parce que la première école agricole, elle l'a créée à Kinneret, au bord du lac de Tibériade, à côté de la Moshava Kinneret. Il y a l'école Chabad Alamot, la ferme des jeunes femmes, où là-bas, il y a un des bâtiments qui est un petit musée qui raconte l'histoire de Hannah Meisel avec son idée de faire une école pour jeunes filles. Et ce qu'elle fait, elle ancre les travaux, elle dirige les travaux sur des travaux un peu plus faciles, pas dépierrer la terre d'Eretz Israël et les travaux les plus difficiles, mais la volaille, gardienne d'oie, Rachel, euh, la poétesse nationale Rachel Mikineret sera gardienne d'oie, va apprendre à garder les oies. On a une très belle photo où elle garde les oies et elle rencontre Zalman Shazar, le futur président d'État d'Israël. Euh, et donc le potager, la traite des vaches, les métiers agricoles, mais un peu plus facile pour ces jeunes femmes. Et Hannah Senesh il trouve son épanouissement dans cette ferme école de Nahalal. Une fois qu'elle est formée, vous la voyez à gauche, parce que bien sûr, il faut aussi faire quand même, il faut être à la cuisine et peler des patates. Mais elle décide, pardon, et à droite, vous la voyez sur les pentes des montagnes du Gilboa qui sont au-dessus de la vallée. Vous voyez la vallée d'Israël avec les champs en dessous d'elle. Et là, elle est assise sur les pentes du Gilboa. J'avais amené une photo de cet endroit-là dans la conférence sur le KKL où j'avais montré de quoi ça avait l'air à l'époque et de quoi ça a l'air aujourd'hui. Toute cette colline est boisée. Le KKL a planté une forêt sur ce versant. Et elle écrit. Elle écrit énormément. Elle écrit son journal, elle écrit des poèmes, maintenant entièrement en hébreu. Et cette ferme est une ferme école pour former les jeunes filles. Après, il faut aller se joindre à un moshav ou à un kibbutz. Et elle décide de rejoindre le kibbutz de Sdot-Yam. C'est un kibbutz qui se trouve juste à côté de la ville antique de Césarée, le parc national de Césarée. Juste à côté, il y a un kibbutz Sdot-Yam qui fait de l'agriculture, mais qui fait aussi de la pêche. Et elle est parmi les fondateurs de ce kibbutz de Sdot-Yam. Alors, il y a une photo à droite, vous voyez, elle a été colorée, la photo est en noir et blanc, mais quelqu'un lui a ajouté la couleur. Et à droite, vous les voyez travailler avec une des premières maisons du kibbutz à construire ce kibbutz de Sdot-Yam. Et elle écrit des poèmes. Et ces poèmes, elle va les donner à une amie pour qu'elle lui les garde. Et donc, vous voyez là ce cahier qu'elle a écrit en 1940 à Sdot-Yam et qu'elle appelle Marberet le Safa, un cahier sans langue. Elle a une langue très riche, elle a une langue très poétique, mais elle appelle ça encore le... Pourquoi elle l'appelle, on peut en discuter, sans langue.
Voyez à droite qu'elle elle dédicace ce cahier à le Miriam Yitzhak. Miriam Yitzhak, c'est son ami à qui elle donne à garder ce cahier. Et la première, elle ajoute, en 1940, elle ajoute en préface, il y avait une page de livre apparemment, elle ajoutait un poème que je vous ai mis à gauche. Et ce poème s'appelle Bimdurot Milchama. Donc le cahier, elle le donne en 1944 à Miriam Yitzhak, mais elle ajoute ce poème de 1940 qu'elle a écrit quand elle était encore à Nahalal, Bimdurot Milchama, dans les feux de la guerre, puisque 1940, octobre 1940, on est déjà dans la Shoah, c'est déjà pas seulement après l'Anschluss, la Tchécoslovaquie et la Pologne, mais c'est déjà, Hitler a déjà pris pratiquement une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Et elle écrit Bimdurot Milchama Bidleka Besrefa dans les feux de la guerre, l'incendie, etc. Ben Yamim Soharim chez la dame, dans ces océans de sang. Inani Mavira Panas Katan, j'allume une petite lampe. Le Chapes Ben Adam. Et je cherche un homme. Bon, c'est pas. C'est Démosthène, je crois, qui cherchait un homme. Bon, je ne me mouille pas. En tout cas, elle cherche un homme et c'est peut-être prémonitoire de la chanson qui va la rendre célèbre, la chanson qui est chantée dans beaucoup de cérémonies en Israël et qu'on va écouter maintenant. Eli, Eli, Shelo Gamer Lolam, mon Dieu, que ne finisse jamais le sable, la mer, le bruit des vagues, l'éclat du ciel et la prière de l'homme. Donc elle écrit ça sur le bord de la plage de Sdotiam, à côté de Césarée. Alors, Hannah a bien sûr écrit les paroles du poème. Le poème a été mis en musique par David Zahavi du kibbutz Na'an. Et en 1976, David Zahavi écrit une lettre à Katharina Senesh, donc la mère de Hannah Senesh, qui a fait son alia et qui habite maintenant en Israël. Et Katharina lui envoie un livre de poèmes de sa fille, de Hannah Senesh. Et voilà la lettre qu'envoie donc David Zahavi à Katharina. Rov todot lach ala sefer shekibalti mimer. Merci beaucoup pour le livre que tu m'as envoyé. Euh, le nom de ta fille fait toujours monter des sentiments profonds. Euh, et pas par hasard, mais parce que de tous les chants que j'ai écrits, le plus beau poème que j'ai mis en chanson, la plus belle chanson que j'ai réalisée, c'est de la musique que j'ai écrite pour Halifa le Kessaria en marche vers Césarée, qui est donc cette chanson Eli Eli Shelot Gimer Leolam. Son titre, c'est Halifa le Kessaria en marchant vers Césarée. Et continue David Zahavi, et je dois reconnaître que quand j'ai composé la musique de cette chanson, les larmes me sont venues aux yeux. Pardon pour le sentimentalisme, mais beaucoup me disent que c'est le plus beau de mes chants. Donc c'est vraiment un chant extraordinaire et je dis qu'il est beaucoup chanté en Israël à différentes occasions, Yom HaZikaron, etc. Alors, la suite est que Hannah Senesh est au courant qu'il y a la guerre en Europe et elle commence à se poser des questions. Alors, vous la voyez à droite sur une moissonneuse
Sdotiam, et elle écrit Ra'iti davar gadol bereshito, j'ai vu quelque chose de grand et j'ai voulu m'associer. Quelque chose de grand qu'elle a vu, c'est le kibbutz. Ce sionisme, c'est quelque chose d'extraordinaire et elle veut s'associer. Maintenant, d'un autre côté, elle a, elle a reçu une lettre de Budapest et ça lui fait aussi réfléchir à son passé. Bon, on va lire ensemble cette lettre. Elle est tombée sur... il y a quelques jours, mes yeux sont tombés sur deux choses. Une carte postale de Budapest qui m'a été envoyée par Eva, qui lui envoie une lettre, une carte postale d'un bal d'une amie. Je vous rappelle qu'en 1940, la Shoah n'atteint pas les Juifs de Hongrie. Les Juifs de Hongrie sont en but à l'antisémitisme, mais la Hongrie est un pays dictatorial dirigé par l'amiral Horthy, qui a fait une alliance avec le Führer, avec Hitler. Et que jusqu'en 1944, les Juifs de Hongrie ne sont pas inquiétés. Il n'y aura pas de déportation de Hongrie. C'est à tel point que les Juifs de Hongrie écrivent à leurs cousins en Slovaquie ou ailleurs, venez chez nous, on est en paix, tout ce qui se passe en Pologne et ailleurs, ça ne se passe pas chez nous. Donc les Juifs peuvent encore faire aller au bal et même envoyer des cartes postales vers la Palestine de l'époque, Eretz Israël. Et et par hasard, bli largish, avar mabat al yadai, aptsuot me'avodai. Donc, d'un côté, j'ai la carte postale avec Eva qui lui parle d'un bal à Budapest. Vous vous rappelez la photo de Hannah qu'on a vue en grande robe dans une des photos du début de cette présentation. Et elle dit, je regarde mes mains qui sont blessées par le travail dans les champs. Alors, qui est-elle? Elle est la jeune fille de Budapest des balles ou elle est la jeune fille du kibbutz avec les mains ensanglantées? Et elle dit, le rega שאלתי את עצמי את השאלה, האם לא הייתה זאת רומנטיקה טיפשית נגד האינסטינקט לעזוב את החיים הקלים, לבחור בחיים של עבודה קשה. Je me demande, est-ce que j'ai pas fait une erreur sur un coup de tête de continuer ma vie normale, ma vie de petite bourgeoise à Budapest. Aval kavor rega nachadati, mais après quelques instants, je me suis calmé. Aniodat, je sais, je suis convaincu. Lo hayiti yechola lichiot otam chaim shel hagola. Je ne peux plus vivre cette vie dans la Gola. Ou po be'eretz Israël me commis et ma place est ici dans le pays d'Israël. Rak she'ela hi im bacharti po b'derech hatova. La seule question, le fait que je suis en Israël, je suis sûr d'avoir trouvé ma place. Est-ce que je suis à place au kibbutz en Eretz Israël? Ça, la question peut se poser. Ani choshevet sheken, je pense que oui. Ani choshevet shelo eye poelet pshuta, je pense que je ne serai jamais une simple ouvrière agricole. Yesh li ratzon lechapes et efshoriot lehitiv, mais je cherche des opportunités pour faire le bien. Ligdol velazor, je veux grandir, je veux aider. Vani mekava sheulai tieli gam yicholet lakach, et j'espère un jour avoir l'occasion de le prouver. Alors, elle écrit ça en février 1940. Certains écriront plus tard qu'elle a cherché à partir en Europe parce qu'elle cherche à mourir, parce qu'elle pense qu'elle s'est trompée en Eretz Israël. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Regardez ce qu'elle écrit dans un poème qu'elle écrit à Nahalal. La mout Saïr, la mout, lo ratziti, je ne voulais pas mourir, je ne veux pas mourir jeune. Ahavti et hashemesh hachama, j'aime la chaleur du soleil, haor, hashir, la lumière, le chant, nitzutz shel zog enaim, l'éclat des yeux, velo ratziti heres, je ne veux pas la destruction ni la guerre, lo ratziti, je ne veux pas. Ach im nigzar alay lichiot hayom beshefer dam beheres hayom. Et si je suis obligé de vivre aujourd'hui cette vie dans la destruction et la mort, à guide, je vais dire, Baruch Hashem, bad azchut lichiot, ubo yavo sha'a lamut, aladmater, artsi molati, et si je dois payer le prix et mourir sur cette terre d'Israël, je le ferai, mais elle cherche à vivre, elle ne cherche pas à mourir. Elle veut vivre en Eretz Israël, même si elle pense que peut-être l'idéal kibboutzi n'est pas tout à fait pour elle. Et alors, vous avez vu qu'elle elle veut aider, elle veut grandir, elle veut participer, et le pays d'Israël se couvre d'affiches publicitaires de l'armée anglaise
Hitgayesil Atas, engagez-vous dans l'armée féminine, les auxiliaires féminines de l'armée anglaise. Donc, on propose aux jeunes femmes d'aller être chauffeurs de camions, d'être infirmières, d'être ambulancières, etc. Les boulots de femmes dans l'armée anglaise. Et elle voit ça et elle va écrire un poème qui résume tellement bien qui elle est. Ce poème, elle l'appellera Baderer. Elle écrit à Césarée en 1942, Kol Kara Vehalarti. Une voix a appelé et je suis allé. Halarti Kara Hakol. Je suis allé parce que la voix a appelé. Halarti leva l'épaule, je suis allé sans trébucher. Achal Parshat Derachim, à la croisée des chemins, Satamti Oznai Baloven Hakar, Uvachiti Ibadti Davar. J'ai fermé mes oreilles dans le blanc, la froideur blanche et j'ai pleuré parce que j'ai perdu quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire, mais ce qui est célèbre dans ce chant, c'est surtout la première strophe. Une voix a appelé et je suis allé parce que la voix a appelé. C'est-à-dire qu'il y a un appel, on a besoin de vous, et Hannah Senesh répond à cet appel. Et dans son journal, deux mois plus tard, pendant un mois plus tard, en janvier 43, elle écrit Ayaze Shavua chez Zaoti, c'est une semaine qui m'a bouleversé. Kambi eze rayon pitomi shen tzricha linsua le Hungaria. J'ai une idée bizarre, il faut que je retourne en Hongrie. Pourquoi? Liot sham bayamim haele latet yad leirgun aliyat hanoar lavi gam et ima. Il faut que j'aille encourager les jeunes à monter en Eretz Israël et que j'amène ma mère aussi en Eretz Israël. Je me rends compte que cette idée est absurde. Il est oniralik mais ça m'a l'air d'être possible. C'est nécessaire. Et je veux aller en Hongrie chercher ma mère et chercher les jeunes juifs, les encourager à l'Aliyah. Je rappelle qu'en 43, en janvier 43, la solution finale a été décidée à Wannsee en janvier 42. Les camps de la mort sont ouverts, ils fonctionnent déjà depuis le printemps 1942. On est en plein dans l'extermination du judaïsme d'Europe, mais pas en Hongrie. Les juifs de Hongrie sont encore épargnés, ne comprennent pas ce qui va leur tomber dessus dans un an. Et Hannah Senesh pense qu'elle peut encore, dans les conditions de 1943, aller en Hongrie, espérer convaincre des jeunes de la rejoindre en Eretz Israël et surtout sa mère à laquelle elle est très attachée. Donc ça, c'est son idée en janvier 1943. Et elle va donc être recrutée pour aller rejoindre l'armée anglaise. Et regardons un des parachutistes qui a combattu avec elle, ce qu'il va dire. Là, vous voyez avec Raviva El Rai, l'autre parachutiste. ולומר לו שאנחנו באנו להביא לו דרישת שלום ולעזור לו מארץ ישראל. Et donc il dit, notre but était d'aller vers l'Europe occupée et de caresser les Juifs en Europe et leur dire, nous sommes avec vous. Même si ça n'a pas une influence, ça ne sert pas à grand-chose, mais leur dire, vous n'êtes pas seuls dans cette folie, nous sommes, les Juifs d'Eretz Israël sont avec vous. Alors les Anglais l'engagent et ils vont la former comme parachutiste. Elle cherche à aller en Hongrie. Eux cherchent des Hongrois pour sauter derrière les lignes allemandes en Hongrie. Et les missions que les Anglais envisagent pour eux, c'est d'abord faire des missions d'espionnage pour le compte des Anglais et aider à évacuer des pilotes anglais qui ont dû s'éjecter de leurs avions derrière les lignes allemandes et les aider à traverser les forêts, à rejoindre les partisans et à les ramener vers l'Angleterre pour qu'ils puissent reprendre le combat. Donc ça, c'est les deux rôles que les Anglais dévouent aux parachutistes qui vont former ces parachutistes d'Eretz Israël. Du renseignement militaire, le joint à amener des codes radio, etc. Aux partisans et aider les pilotes évadés ou qui ont été abattus par les Allemands à revenir vers l'Angleterre. Mais il y a la mission que la Haganah leur donne, qui est de convaincre les Juifs de prendre le maquis, de refuser de monter dans les trains, parce que ces Juifs sont encore inconscients en Hongrie, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc si jamais on parle de déportation, qu'on leur dit allez dans des trains qui vont vous emmener dans des camps de travail, vous allez être mieux nourris, logés,
juste vrai pour l'Allemagne. Ne croyez pas ces mensonges, il s'agit de l'extermination. Et comme dit ce parachutiste, on voulait un petit peu leur donner espoir que les Juifs d'Israël sont avec eux. Et elle part avec, reçoit comme nom de code Hagar. Hagar, c'est le nom par lequel les Juifs désignaient la Hongrie. Hagar, la femme d'Abraham. Hagar, ça ressemble à Hungaria, et donc son nom de code dans la Haganah, c'est Hagar. Et le soir, avant qu'elle ne quitte Eretz Israël vers la Hongrie, elle va dire Ani olechet mitor simcha, je pars dans la joie, mitor ratzon chofshi, de mon plein gré, ou mitor hakara brura shel kshem. Je sais que ça va être dur. Ani roaz zchut balichati vegam chova, c'est un privilège d'y aller, mais c'est aussi un devoir. Donc elle y va en conscience, investie de deux missions, une mission pour les Anglais et une mission pour la Haganah. Alors, elle est formée à être parachutiste. On va la voir, vous la voyez à droite à l'entraînement. Ils vont d'abord s'entraîner en Égypte. Vous la voyez devant les pyramides avec ses copains parachutistes. À gauche, de nouveau, c'est un extrait du film La guerre de Hana. On la voit quand elle essaye d'être recrutée, d'être entraînée comme parachutiste. Le sous-officier anglais ne voit pas ça d'un bon œil. Pourquoi former c'est quoi de former des femmes à être parachutistes? Alors regardons cet extrait du film. Good morning, Your Majesty. I was Captain Administration. I was Captain Administration, sir. I was Captain Administration, sir. This'll never work, sir. London must think I'm running some bloody nursery school here. Women can be very useful out there, McCormack. Go train the girl. What the hell is... Get down from there! Do you hear me? I said get down! My men train for a whole week before they're allowed near that tower! Donc, vous avez compris ce qui se passe. D'abord, il l'engueule parce qu'elle arrive en retard. Il lui apprend à parler avec respect à un sous-officier anglais. Et quand il reçoit l'ordre de la former, elle monte sur la tour. Et lui, il lui crie, il y a 7 jours de préparation, d'apprendre comment se recevoir avant de sauter de la tour. Mais Hana est déjà au sommet. You heard me, I said get down! I'm coming, sir. Is my jump all right? No, it was not. Wait till I teach her how, miss, please. I'd hate you to break your bloody neck on the first day. So you are going to teach me. It would seem I have no choice. Thank you, sir. Donc voilà, elle est un peu bornée, bon, ça aide. Ça l'a aussi aidé en Hongrie à apprendre l'hébreu, le sionisme, à tenir tête à sa mère, à venir en Eretz Israël, à être au kibbutz. Elle a une forte personnalité et elle est formée au parachutisme par les Anglais. Mais pourquoi les Anglais forment ces jeunes femmes, ces Juifs au parachutisme? Il manque de soldats en Angleterre. Alors, je vous ai préparé un petit film que j'ai trouvé sur Internet. J'ai cherché plusieurs, j'en ai pris un. Pardon. À gauche, vous voyez la photo de parachutistes. Vous reconnaissez Hana Senesh et Habiba Reich et encore 4 de leurs amis. Et écoutez ce petit clip à droite, il est en allemand, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. J'ai cherché plusieurs clips, j'ai trouvé celui-là. Il faut comprendre pourquoi les Anglais ne peuvent pas former un soldat anglais. On peut former un soldat anglais à l'espionnage, à être derrière les lignes ennemies, mais il se fera prendre. Parce qu'on peut lui apprendre le hongrois aussi bien qu'on veut, on peut lui apprendre la géographie, il va se faire prendre. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore Waze. Donc il va tout le temps demander son chemin, ça va déjà le faire repérer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Par exemple, s'il rentre dans un bar et qu'il commande une bière, comment compter sur ses doigts? Hallo, heute rede ich mit euch über einen Unterschied zwischen Deutschland und den USA, das dir helfen kann, wenn du
Bier in den USA bestellen wirst. So, in Deutschland würdest du vielleicht sagen, 2 Bier bitte. Mit Daumen und ein Finger. In den USA wäre es 2 Bier, da wir anders auf unsere Fingern zählen in den USA. In den USA ist es 1, 2, 3, 4, 5. So, wenn du 4 Bier haben willst, so entweder für dich allein oder für 3 Freunde von dir, dann mach mal 4 Bier bitte. Donc vous comprenez de quoi il s'agit? Il y a dans chaque pays des coutumes qui sont différentes. Par exemple, en Allemagne, on compte différemment qu'en l'Angleterre. Comment est-ce qu'on dit 2? Est-ce qu'on dit 2 avec le pouce et l'index, ou on dit 2 avec l'index et le majeur? Moi, je viens d'Alsace. Pendant la Shoah, quand les Allemands arrêtaient un Alsacien et qu'il essayait de se faire passer pour Allemand, parce que les Alsaciens étaient très mal considérés, les Allemands n'avaient pas confiance dans les Alsaciens, et donc ils avaient l'Alsace ne faisait pas partie de la France à l'époque de la Shoah. Les Allemands, quand ils occupent l'Alsace, ils ont dit ça c'est à nous. Ils ont intégré l'Alsace au Reich, et donc les Alsaciens ont dû être incorporés dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande. Mais les Allemands, n'ayant pas confiance dans les Alsaciens, ils risquent de ne pas être loyaux, ils sont plus français qu'allemands, alors ils les envoyaient combattre les Russes. Donc ils n'avaient pas le choix. Les Russes ne demandaient pas s'ils étaient alsaciens ou allemands, ils ne pouvaient pas tomber aux mains des Russes, ils étaient obligés de se battre. Mais comment est-ce qu'un Allemand qui se doutait, qui était dans le doute, est-ce que devant lui se trouvait un Allemand ou un Alsacien faisait pour l'identifier? Ben, tout simplement, il le bousculait. Si c'est un Allemand qu'on bouscule va crier Ach. Un Alsacien qu'on bouscule, il a éduqué à la française, il va dire aïe. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas apprendre dans les cours d'espionnage, à se conduire avec les réflexes innés de quelqu'un du pays. C'est pour ça que pour les Anglais, il est très important quand ils vont sauter des parachutistes derrière les lignes allemandes en Slovaquie, en Hongrie, en Yougoslavie, d'avoir des gens du pays qui savent se conduire comme les locaux et qui ne feront pas les erreurs du débutant et donc qui ont des chances de ne pas se faire prendre par les Allemands. Alors c'est la raison pour laquelle les Anglais décident de former ces jeunes d'Eretz Israël, sachant très bien que la Haganah a d'autres objectifs que les leurs, mais ils disent que c'est quand même mettre à profit ces personnes qui viennent d'Europe et qui connaissent qui savent se débrouiller. Hannah Snesh vient de Budapest, elle connaît Budapest comme sa poche, elle connaît les réflexes hongrois, elle parle le hongrois à la perfection sans accent, et c'est donc l'espionne rêvée pour les Anglais, c'est pour ça qu'ils vont la former à son rôle de parachutiste. Alors, les Anglais vont former une trentaine de parachutistes d'Eretz Israël. Parmi eux, 7 vont sauter et ne vont pas revenir. Vous les voyez sur l'image qui est devant vous. À droite, c'est un cadran horaire à 1h de l'après-midi. Donc, dans le cadran à droite, en haut, vous voyez Hannah Senesh, et je descends en dessous d'elle Rafi Rice. En bas, Enzo Sereni, dont on avait parlé quand on avait fait la conférence sur les Juifs de San Nicandro. Enzo Sereni qui avait rencontré ces Juifs de San Nicandro en Italie. Abba Berdichev, Tzvi Ben Yaakov, Chaviva Reich, encore une femme, et Peretz Goldstein. Ça, ce sont les parachutistes qui ne sont pas rentrés. Et à droite, vous avez Hannah Senesh dans son uniforme de l'armée de l'air anglaise. Et donc, elle reçoit son ordre de mission. Il faut qu'elle parte vers l'Europe. Et elle écrit une lettre à son frère. C'est pendant l'entraînement, quand elle est je ne sais plus si c'est à Bari, je crois que c'est à Bari en Italie. Elle écrit une lettre. Vous voyez la lettre manuscrite en haut en anglais, My dear George. Et vous voyez en bas la traduction en hébreu. Donc, mon cher George, Giora, je t'envoie cette lettre très, très courte pour que tu saches que tout va bien. Je suppose que tous mes amis et connaissances sont fâchés que je ne leur écrive pas. Si tu peux, essaye s'il te plaît de leur expliquer la situation. Et de toute façon, voilà, finalement, ils me pardonneront. Même à maman, je n'écris pas en ce moment et il faut que tu lui écrives en mon nom. Donc, fais des faux et écris à maman en imitant ma signature et en imitant mon écriture. Alors, je te permets de faire un faux de ma signature, juste
Betikva kilot ase shimush l'treivut financiot. Ne te sers pas de ma fausse signature pour prendre des engagements financiers en mon nom. Bon. Tes lettres arrivent avec beaucoup de retard, mais ils finissent par arriver. Et je suis toujours heureuse de recevoir de tes bonnes nouvelles. Mille baisers et le bonjour à tous les amis à la maison. Pour elle, George n'est plus, elle sait qu'il n'est plus en Hongrie. Lui aussi était en but à l'antisémitisme. Il veut faire des études et il est en France où il fait ses études. Donc lui passe la Shoah en France. Vous vous demandez là peut-être pourquoi est-ce que Hana Senej, qui a grandi à Budapest et qui a un frère qui est lui aussi hongrois de Budapest, même s'il est en Europe, en France, pourquoi ils s'écrivent en anglais? Ça, c'est imposé par la censure anglaise. L'Angleterre, il y a une censure militaire des lettres ils n'ont pas de censeur en hongrois. Donc, s'ils veulent écrire des lettres et qu'elles aient une chance de passer la censure et d'être expédiées, pardon, il faut que ce soit en anglais pour que la censure puisse les contrôler. Et sur le Hana s'organise pour partir, pardon, vers l'Égypte et son officier veut lui donner une journée de congé. Et elle dit, pourquoi cette journée? Il dit, parce que ton frère vient d'arriver en Eretz Israël. C'est pas possible, mon frère il est en France. Et son officier lui dit, non, ton frère est arrivé et il est interné au camp d'athlètes. Et il est maintenant en Eretz Israël. Et Hana va avoir l'occasion de passer quelques heures avec son frère avant de partir pour l'Europe, pour la mission dont elle ne reviendra pas. Donc, vous voyez cette photo de Hana et de Giora, la dernière photo ensemble en 1944. Bon. Hana écrit une lettre à sa mère en mars 44 à partir de Bari. Chère maman, dans quelques jours, je serai tellement proche de toi et tellement loin. Excuse-moi, essaye de me comprendre. 1 million je t'embrasse, moi. Euh, Comprenez ce qu'elle dit. Je serai très, très loin et très proche. Parce qu'elle sait qu'elle va sauter en Hongrie. Elle peut bien sûr pas dire à sa mère qu'elle vient en mission secrète pour les Anglais en Hongrie. Je ne sais pas si sa mère a compris de quoi il s'agissait. Apparemment non, puisqu'elle va tomber des nues quand elle va découvrir que sa fille est à Budapest. Et dans l'avion, alors j'ai expliqué que Hana écrit depuis l'âge de 13 ans. Elle écrit un journal, elle écrit des lettres, elle écrit des poèmes. Et dans l'avion qui l'emmène vers la Hongrie, avant de sauter en parachute, elle est toujours encore en train d'écrire. D'ailleurs, un de ses officiers anglais dans l'avion dira, c'est dommage pour cette jeune femme, elle ne reviendra pas, c'est une mission suicide. Il y a peu de chances que ces parachutistes reviennent une fois, ils vont se faire attraper, c'est à peu près évident. Eux aussi, ils savent que cette mission est très, très risquée. Et donc, dans l'avion qui l'emmène vers la Hongrie, elle trouve encore le temps d'écrire une lettre à ses amis du kibbutz. Bayam, bayabasha, ba'avir, bamilchama ou beshalom, anu olchim kulanu lematara achat. Sur terre, sur mer, dans les airs, en temps de guerre ou en temps de paix, nous allons tous nous avons tous un but dans la vie. Kol echad mitanu yamod al mekomo, en evdel ben tafkid le chacun remplit son rôle, il n'y a pas de différence. Chacun fait un rôle important. Eskor et très marbé, je me rappellerai de vous, Kiza davar shitein nikoar, c'est ce qui me donnera la force de faire cette mission. Et elle part pour sauter en Yougoslavie. Elle saute en parachute en Yougoslavie et elle est accueillie à terre par les partisans de Tito. Alors, elle est là et elle a sauté dans les derniers jours de mars, en mars 1944. Or, c'est justement le moment où l'Allemagne va envahir la Hongrie. Donc, ils peuvent pas directement passer en Hongrie. Ils attendent que la situation, qu'ils aient les faux papiers nécessaires et que la situation soit plus claire pour passer en Hongrie. Et Hana Senesh, dans les quelques semaines qu'elle va passer avec les partisans de Tito en Yougoslavie, c'est ce qu'elle sait faire le mieux, c'est écrire des poèmes. Et elle écrit un poème qui s'appelle Ashrei Agafrour. Alors, il est aussi très, très connu. Il n'a pas eu la chance d'avoir une musique aussi belle que la chanson Eli, Eli, Alicha Kesaria, donc vous la connaissez moins. Mais c'est aussi un chant très important parce qu'en Israël, tout le monde le connaît. À gauche, vous voyez le manuscrit et à droite, vous voyez la transcription Ashrei Hagafrour Shenisraf Veitzit Lehavot,
Heureuse l'allumette qui a brûlé, mais qui a enflammé, qui a embrasé les flammes. Ashrei alehava sheba'ara besitrei levavot. Heureuse la flamme qui a brûlé au plus profond des cœurs. Ashrei alevavot she'yadu lachdol bekavod. Heureux les cœurs qui ont su cesser de battre dans l'honneur. Ashrei hagafrur shenisraf vehitzit lehavot. Heureux l'allumette qui a brûlé, mais qui a embrasé les flammes. Elle écrit ça en Croatie, à Sardice, dans son attente de passer en Hongrie. Et le jour où elle doit passer en Hongrie, elle passe ça à Daphne, qui est un des parachutistes qui est avec elle, mais lui ne passe pas en Hongrie. Lui doit opérer sur le territoire, je ne sais plus si c'est en Croatie ou en Yougoslavie. En tout cas, lui ne traverse pas la frontière. Et elle lui donne cette lettre à transmettre à ses amis du kibbutz Sdot Yam. Daphne dit, mais elle est complètement malade. Elle est en train maintenant de passer la frontière pour une mission dont elle ne va peut-être pas revenir. Tout ce qu'elle a en tête, c'est d'écrire encore des poèmes. C'est quoi ces fadaises? Il prend le papier, il en fait une belle boule et euh, il la jette par terre. Alors, d'après les versions dont j'ai vues dans un buisson, dans une poubelle, c'est pas important, mais il s'en débarrasse. Et quelques instants plus tard, il se dit, non, en fait, peut-être qu'elle ne reviendra pas. Pourquoi j'ai fait ça? Il retourne, il retrouve le poème. Et effectivement, quand Hannah ne reviendra pas, il prendra sur lui de faire parvenir ce poème au kibbutz, qui a aussi été mis en musique. On va un peu l'écouter, mais il est moins connu. La musique n'est pas très connue et beaucoup moins belle que Alicha le Kessaria. אשרי הגפרור שנשרף, והצית להבות. אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות. Tout à fait dans le style des chants des Martarot de l'époque. Et voilà, donc je reviens un instant à Hannah. Hannah traverse la frontière hongroise. Là, vous avez le résumé. Elle a sauté en parachute en Yougoslavie le 15 mars 1944 avec Rouven Daphne, Yona Rosen, Ava Verdichev. Il s'est donc reçu par les partisans de Tito. Mais comme le temps qui s'organise, le 19 mars, c'est-à-dire 4 jours plus tard, les Allemands envahissent la Hongrie parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'amiral Horthy, alors il faut qu'il reste encore un petit peu chez Tito, le temps de voir ce qui se passe en Hongrie. Et c'est seulement le 7 juin que Hannah va pouvoir traverser la frontière et rejoindre la Hongrie. C'est le moment de la grande déportation des Juifs de Hongrie, puisque Eichmann arrive dans les basques de l'armée allemande et rapidement il met au point la déportation des Juifs de Hongrie. Et c'est le moment où Auschwitz va être, Birkenau Auschwitz II va être amélioré malheureusement, ce que les Allemands appellent, pour pouvoir massacrer plus de Juifs dans une journée. Le train jusqu'en 1944 arrivait sur un quai de gare. Les rails arrivent, ce que vous connaissez dans tous les films, on voit les rails qui arrivent dans le camp de Birkenau, juste à la porte des crématoires. Ça a été fait pour ces Juifs de Hongrie qui ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus, puisque jusqu'en 1944, ils n'ont pas été inquiétés par les Allemands. Et quand Hannah Senesh passe la frontière directement, elle tombe dans une souricière, elle a été trahie. Les versions sont très nombreuses. Je ne vais pas maintenant faire un cours, essayer de faire une enquête, ce qui s'est passé. En tout cas, elle est arrêtée torturée et emprisonnée par les Hongrois à Budapest. Alors, ils vont lui faire rencontrer sa mère pour essayer de la faire craquer. Sa mère ne savait pas qu'elle était en Hongrie. En essayant de convaincre Katharina, de convaincre Hannah de parler. Ils vont essayer de faire pression sur Hannah. Attention, on va faire du mal à ta mère. Mais Hannah ne cède pas. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que elle va être condamnée à mort par un tribunal militaire hongrois. Alors attention, elle est condamnée à mort après que les Russes sont en train déjà de bousculer les Allemands et on est à 2 doigts de la libération de Budapest. On va regarder de nouveau un extrait du film et comprendre que c'est sous les bombes des Russes, quand les Russes sont déjà à la porte,
que les Hongrois vont la condamner à mort pour trahison. Le chef d'accusation, c'est qu'étant hongroise, comment elle a pu travailler pour les Anglais, qui est un pays en guerre, et donc elle a trahi son peuple, le peuple hongrois. En haut à gauche, vous avez les croix fléchées qui sont le parti nazi hongrois, donc allié de Hitler. Et regardons cet extrait du film, on voit le procureur militaire qui, de façon tout à fait illégale, l'a fait condamner à mort sans jury, sans appel, rapidement avant que les Russes n'entrent dans Budapest. Ce que vous entendez, c'est le fracas des bombes des Russes qui sont déjà aux portes de Budapest. Et vous allez voir le directeur de la prison qui, lui, comprend pas pourquoi se presser et pourquoi la fusiller maintenant. Au contraire, les Russes vont rentrer et la libéreront. Pourquoi maintenant salir avec le sang de cette jeune fille à la veille de la défaite? It's entirely illegal. I'll have to have a court order. I am the court. I am the chief prosecutor, and I am ordering you to be prepared to do it at once. Can't you see? It's for your sake as well as for all of us. Don't you see that? I'll have to have a firing squad. I'll have to call the army. We'll use the prison guard if we have to. What's the urgency? Just listen. Listen! The Russians are on the outskirts of the city. Yes, well, perhaps that'll save the poor girl. Think what they would do to us. Didn't you hear what she said in court? What if she pleads guilty now? What if she asks for a pardon? No, she won't. She's too proud, I know her. Take me to her. Hannah Senesh, you have been sentenced to death. Do you wish to plead guilty and ask for a pardon? I will never plead guilty. Donc, vous avez vu dans le film que le procureur, de façon illégale, l'a condamné à mort, à l'insu de tout le monde, qu'il force le directeur de la prison à la conduire devant un peloton d'exécution. Et le directeur de la prison lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire si jamais elle plaide coupable, elle demande un recours en grâce? Il lui dit, n'aie pas peur, elle est beaucoup trop fière pour ça, elle ne fera pas de recours en grâce. Et évidemment, c'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle dit, je ne peux pas faire plaider coupable parce que j'ai été accusée de trahison, d'avoir trahi mon pays, la Hongrie, et de m'être mis au service des Anglais. Elle dit, mon pays n'est pas la Hongrie, mon pays c'est Eretz Israël. Ça, c'est la réponse de Hannah dans la scène d'avant quand elle est au tribunal. Et c'est pour ça qu'elle refuse de plaider coupable en disant elle n'a pas trahi la Hongrie, elle l'a jetée et ce n'est plus son pays. Elle est donc condamnée à mort et j'aurais pu finir la conférence ici, mais l'histoire de Hannah Senesh n'a pas fini avec l'exécution de Hannah Senesh. Jusqu'au dernier moment, elle écrit, comme toujours, et quand son corps est rendu à la famille, on trouve sur elle un morceau de papier, vous le voyez à gauche, c'est écrit en hongrois parce que c'est dédié à sa mère, destiné à sa mère, et elle écrit Chère maman, je ne sais pas quoi te dire, je te dis juste la chose suivante. Je te remercie 1000 fois et pardonne-moi si tu peux. Euh, Tu comprends très bien qu'il n'y a pas besoin de paroles. Avec le plus grand amour, ta fille. Et c'est la lettre que reçoit Katharina, qui a essayé de venir au tribunal, qui a demandé à être assistée à sa fille. Quand elle entend qu'elle est condamnée à mort, elle essaye d'assister, mais on la refoule. Et c'est plus tard, on la laisse rentrer. Quand après on la laisse en prison, elle dit, où est ma fille? On dit, c'est trop tard. Elle a déjà été exécutée. Alors, elle reçoit le corps qui est enterré à Budapest.
Mais en 1950, donc c'est 2 ans après mais un peu moins de 2 ans après la proclamation de l'État d'Israël, en mars, que le gouvernement de l'État d'Israël décide de rapatrier le corps de Hana Senesh, de lui faire des obsèques nationales. Elle est enterrée au Mont Herzl, au cimetière militaire du Mont Herzl. Et là, vous voyez le cortège funéraire, Asdot Yam dans son kibbutz. D'abord, le bateau est arrivé à Haïfa. Donc d'abord, la population de Haïfa tout entière lui a fait une haie d'honneur à Haïfa. Elle arrive à Asdot Yam et finalement, elle est enterrée avec les honneurs militaires au cimetière militaire d'Israël, au Mont Herzl. Là, vous voyez maintenant sa tombe. Euh, Ce que vous voyez, c'est un parachutiste qui dépose une fleur sur la tombe parce que Hana Senesh est devenu l'emblème des parachutistes. D'ailleurs, si vous regardez sur la pierre tombale au Mont Herzl, vous voyez d'un côté l'insigne de Tsahal. Elle n'a bien sûr pas été dans Tsahal, puisque de la Haganah, pardon. Elle était membre de la Haganah. Et à gauche, vous voyez le parachute. C'est le symbole qu'on a mis sur les tombes des parachutistes. Comme vous voyez, enfin, vous avez du mal à voir, mais il y a au Mont Herzl un carré des parachutistes. J'ai dit qu'il y en a 7 parachutistes qui ont sauté derrière les lignes et qui ne sont pas revenus. Certains sont revenus, mais 7 ne sont pas revenus. Alors, 2 corps nous ont été restitués. Vous voyez les tombes ici. Vous voyez la tombe de Khanaseh. Je vois que c'est une tombe. Si vous regardez derrière, vous voyez qu'il y a juste une plaque et un petit peu d'herbe. Il n'y a pas de tombe parce que 5 corps n'ont pas été restitués en Israël. Et donc, il y a 2 corps et 5 plaques au Mont Herzl. Mais Hana Senesh était vu comme les parachutistes d'Eretz Israël, étaient vus comme les ancêtres de la force des parachutistes de l'armée israélienne. Alors, ça continue. Hana Senesh est devenu un symbole et un bateau de l'Aliyah clandestine, ça portera son nom, le bateau Hana Senesh, qui va s'échouer le 25 décembre 45. C'est pas par hasard, le 25 décembre, c'est la nuit de Noël, en pensant que 25 décembre, les Anglais sont en train de fêter le réveillon et qu'ils sont à la messe de minuit, en tout cas, ils ne seront pas en alerte pour arrêter le bateau. Effectivement, le bateau va arriver à s'échouer devant Naria. Le problème, c'est qu'on est en décembre, la mer est démontée et on tend des cordes auxquelles s'accrochent les immigrants et on les aide à rejoindre les kibbutzim du nord, et les aide à rejoindre la terre ferme. Et comme ça, ce bateau amène 252 Maapilim, Olim. Et après, on va mettre un panneau à l'endroit, une espèce de drapeau. Le bateau Hana Senesh a fait descendre ici des immigrants. Sfinazot Bechof Naria Achat Hamatzevot le Shishet Millioné Machenu Varchiotenu. Ce bateau qui s'est échoué, donc il reste à ce moment-là, il est encore échoué près du rivage. C'est un monument à la mémoire des 6 millions de nos frères et sœurs qui ont péri dans la Shoah. Tiyezot Teudat Kalon Nemeshet Abritit, c'est un signe d'infamie pour le gouvernement anglais. Donc ça, c'est le bateau Hana Senesh. Il y a un kibbutz qui porte son nom, le kibbutz Yad Hana, dans la région du Sharon, près de Natania, porte le nom de Hana Senesh. Il y a 2 films qui ont été tournés. Vous voyez ici le Hana Senesh de Menachem Golan, mais plus proche de nous, il y a un autre film qui est, vous voyez, la version hébraïque, la version anglaise, dont je vous ai amené tout à l'heure quelques extraits. Il y a un film qui a été tourné il y a quelques années qui s'appelle Blessed is the Match, vous vous rappelez? Heureux, l'allumette qui a enflammé les cœurs. Alors, c'est le nom qui a été donné à ce film, Blessed is the Match, d'après le poème de Hana Senesh, La vie et la mort de Hana Senesh, vous voyez le parachutiste avec l'étoile de David. À droite, un livre pour les enfants, Hatzanchanit Shelo Shava, la parachutiste qui n'est pas rentrée. Au centre, une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de Hana Senesh. Donc, c'est vraiment une figure très connue dans la culture sioniste. Et pourquoi? Parce que je rappelle que l'État d'Israël, dans ses premières années, les Juifs d'Eretz Israël, encore avant l'État d'Israël, de 45 à 48, ont du mal à comprendre l'histoire de la Shoah. Comment les Juifs se sont laissés massacrer par les Allemands comme des moutons, menés comme des moutons à l'abattoir. Et donc, en Israël, on a du mal à s'identifier avec ces Juifs de la Galoute. On a voulu s'identifier avec le Tsabar, avec ces jeunes faibles Lorit Vassar, avec les cheveux au vent qui se battent dans le palmar.
Et donc, Hana Senesh était d'un côté une jeune fille qui est venue de là-bas, qui est arrivée de Budapest, mais qui s'est battue, qui s'est battue, qui est allée comme parachutiste dans la Shoah. Donc, pour les Israéliens, c'était plus facile de s'identifier avec Hana Senesh que de s'identifier aux Juifs de Budapest qui ont été conduits vers les camps de la mort. Et c'est pour ça que Hana Senesh est une des figures qui est restée dans l'histoire israélienne. On avait du mal à se rappeler. Je rappelle que le jour de la Shoah en Israël ne s'appelle pas Yom HaShoah, mais s'appelle Yom HaShoah Ve'Hagvura, le jour de la Shoah et de la bravoure. Parce qu'en Israël, dans les premières années, on a eu du mal. Moshe Dayan dira plus tard, quand il y aura l'histoire des enfants de Maalot, cette école de Tzfat qui a été kidnappée par des terroristes dans l'école où ils dormaient à Maalot, et quand la Sayeret Matkal va donner l'assaut, il y aura de nombreux morts parmi les élèves d'après les profs. Moshe Dayan va dire, mais je ne comprends pas, les profs ont tous fait l'armée, les moniteurs ont fait l'armée, ils sont entraînés. Et il a dit, là j'ai compris que quand on est à main nue devant des mitraillettes, on ne peut pas faire grand-chose. Et il dit, là j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé dans la Shoah, que ces juifs d'Europe ne pouvaient rien faire face aux mitraillettes des Allemands, mais ça a pris des dizaines d'années pour les Israéliens de comprendre. C'est pour ça que Hana Senesh, elle, on a écrit des livres, on a fait des films, on a mis en musique ses poèmes parce que c'est une figure qui parlait plus aux Israéliens de l'époque. Alors, justement, là, c'est une explication que parmi les 7, il y a eu 7 parachutistes qui ne sont pas revenus. Pourquoi avoir choisi Hana Senesh? Parce que Hana Senesh est membre d'un kibbutz, elle fait partie de cette élite de la gauche israélienne, mais elle n'est pas politique. Elle peut être acceptée par tout le monde, elle n'a pas été dans la politique. Et dans cette figure emblématique est devenue Hana Senesh, il y a quelques années, des parachutistes israéliens ont sauté en parachute en Yougoslavie, à peu près sur les lieux où Hana Senesh a sauté. Et vous voyez là le t-shirt qu'ils ont fait, Jumping for Hana Senesh. On saute pour l'honneur, en mémoire de Hana Senesh. On va voir un petit clip de la télé israélienne où ces parachutistes israéliens expliquent qu'ils continuent Hana Senesh dans ce saut לכבוד המאורע הזה החליטו כמה צנחנים ישראלים להוציא לפועל משימה מורכבת, לבצע צניחה לזכר חנה סנש במקום המשוער שבו צנחה עם חבריה בשנת 1944 במבצע שהוביל לבסוף להוצאתה להורג. בן מיטלמן עם הכתבה. בסופו של דבר, מסע גדול ומרגש מתמצא ברגעים הספורים האלה. 4 צנחנים ישראלים בין שמיים לארץ, חופשיים, מאושרים, 67 שנים אחרי שעשתה זאת באותו מקום ובנסיבות שונות לחלוטין. חנה סנש. בדיקה האחרונה לפני שיוצאים לדרך, לא? את המסע הזה הם תכננו בקפידה כבר כמה שנים. דר נחום, הוותיק שבחבורה, יזם והפיק את האירוע וצירף אליו את יניב, אסף ואלינור, חיילת משוחררת. כולם גדלו על המורשת של חנה סנש. עליהם התלווה איתן סנש, אחיינה של הלוחמת היהודייה. לכבוד יום הולדתה ה-90 חברו כולם ליעד בודפשט, המקום שבו נולדה חנה סנש, המקום שבו הונתה ונרצחה. בהונגריה הצנחנים מישראל הפכו בהפתעה לאטרקציה תקשורתית. הם התארחו בתוכניות הבוקר של הונגריה. Hannah was a unique. She was very Zionist. ערכו לכבודם אפילו מסיבת עיתונאים במוזיאון הלאומי של בודפשט. המדינה שרק בשנת 94 הסכימה לבטל את סעיף האישום כנגד סנש בגין בגידה במולדת, מתייחסת היום למורשת שלה בהערצה. כיכר מרכזית בלובליאנה. המסע הזה התפשט למקומות נוספים. עברו את הגבול לבודפשט, שם נתפסו, עונו ונרצחו. ב-2011 הצנחנים הישראלים התקבלו על הקרקע כגיבורים. טקס הסיום ריגש לא פחות מהצניחה עצמה. הסלובנים ניגנו את התקווה, ואפילו הפתיעו עם זמרת אופרה שעלתה לשיר את השיר המפורסם שכתבה סנש. Donc,
לכבוד C'était en 2011, donc on voit que l'histoire de Hana Senesh continue. Et j'avais dit qu'elle a sauté en Yougoslavie. La Yougoslavie, à l'époque, en 1944, aujourd'hui c'est en Slovénie. Et vous avez entendu la chorale slovène qui chante la Tikva et la chanteuse d'opéra qui chante Eli Eli Alicha le Kesaria. En Israël, il y a maintenant au kibbutz de Sdotiam, il y a un musée où je vous invite à venir avec moi le visiter, un musée magnifique qui raconte l'histoire de Hana Senesh. Et devant la pierre qui était, alors j'ai pas compris parce que j'ai vu d'après certains sites que cette pierre était au cimetière de Budapest. D'après certains, elle était devant la synagogue de Budapest. Après, quand on va ouvrir le micro, vous pourrez me dire exactement où était cette pierre. Mais elle a été ramenée de Budapest pour être devant le. C'était une pierre en l'honneur de Hana Senesh qui a été amenée devant le musée Asdotiam. Et ce qui a été dit dans le clip de la télé tout à l'heure, c'est que je rappelle que Hana Senesh a été condamné pour trahison de sa patrie, trahison de la Hongrie. C'est ça, le chef d'accusation. Et c'est seulement en 93 que le gouvernement hongrois a annulé l'acte d'accusation et a réhabilité Hana Senesh. Et alors, en 94, ils ont pu mettre un monument en l'honneur de Hana Senesh à Budapest. Il a fallu attendre 50 ans après son exécution que le gouvernement hongrois la réhabilite. Et maintenant, avec ce que vous entendez, ce qui se passe du renouveau de l'antisémitisme en Europe, je ne sais pas si c'est un renouveau, juste une explosion d'antisémitisme il n'est pas renouveau, il a toujours été, mais maintenant il explose. Alors, il y a eu des profanations du monument, et vous voyez, certains ont mis un masque à gaz sur la statue de Hana Senesh à gauche, et là, c'est la nouvelle dans Yediot qui annonce la profanation, c'était il y a 2 mois, à Budapest. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que Hana Senesh a eu le malheur de tomber entre les mains des Hongrois et de la Gestapo un mauvais moment. C'est le moment où Kastner est en train de négocier avec Eichmann de faire partir un train avec un millier de juifs qu'il va choisir et que en échange, il promet d'aider Himmler, Eichmann et la SS Himmler, il va dire il va mentir aux Juifs pour leur dire montez dans les trains, ces trains vont dans les camps de travail, leur cacher la destination qui est une déportation. Après, en Israël, il y aura un procès Kastner, un procès contre quelqu'un qui l'a diffamé. Je ne vais pas rentrer, à l'occasion, on fera peut-être une conférence sur le procès Kastner. Mais disons que Hana Senesh, au moment où elle tombe, les chefs de la communauté, Kastner, qui est le chef sioniste des sionistes de Budapest, est occupé à autre chose que sauver Hana Senesh. Donc, il ne veut pas s'imbriquer dans l'affaire, la défendre vis-à-vis des Hongrois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire partir le train avec ses proches et de négocier avec Eichmann. Et c'est pour ça qu'elle est entièrement larguée par la communauté juive de Budapest. Et il y aura un film qui a été tourné il y a quelques années en Israël par Moti Lerner sur le procès de Kastner, enfin, le procès Greenwald-Kastner. Et là, il y aura, la famille va attaquer le réalisateur parce que dans le film, le réalisateur fait dire à Kastner qu'il va dire à Katharina Senesh, mais ta fille était inconsciente, pourquoi elle est venue se foutre dans les pattes des Allemands? C'est-à-dire qu'il fait tout retomber sur la tête de Hana Senesh. La famille a attaqué, finalement c'est arrivé au Bagatz. Et vous voyez ici les décisions de Aaron Barak et de Michel Chréchin, deux juges du Bagatz, où Aaron Barak dit c'est pas important quelle était la vérité, il s'agit on peut pas. Il y a la liberté d'expression des artistes, et si le réalisateur a voulu faire tourner le film comme ça, c'est un film, c'est pas un film documentaire, c'est un docudrama, il a le droit de changer un petit peu la réalité. Et finalement, il permet au réalisateur de laisser la scène provocatrice qui accuse Hana Senesh de ce qui lui est arrivé. Mais il va après en privé dire à Moti Lerner, tu sais, mets le film, coupe cette séquence. Mais il dit en tant que décision de la Cour, il y a une liberté totale de la presse, des artistes, et je ne peux pas fixer. Michel Chréchin est un peu plus mitigé, mais c'est un sujet qu'on pourra débattre quand on fait la conférence sur Kastner, pas aujourd'hui. À Tel Nof, qui est la grande base des parachutistes, il y a un monument aux parachutistes tombés dans l'armée d'Israël, et un des premiers noms qui figure sur le monument est le nom de Hana Senesh. Donc, de la même façon qu'elle est enterrée
au Har Herzl. On voit à droite les photos qu'on a déjà vues de Hannah Senesh en uniforme et sa tombe au mont Herzl. Sur le monument des parachutistes, elle figure parmi les premiers. אמר לי למוות אין דמות אך יש קוטר 9 מילימטר בלבד. Si on parle des parachutistes d'Israël maintenant, dans cette période bientôt de la guerre des 6 jours et de Yom Yerushalayim, pour ne pas parler de ces parachutistes dont on a parlé, qui se voient les héritiers des parachutistes du Palmach et de Hannah Senesh, ces parachutistes qu'on voit ici, la photo la plus connue des parachutistes qui pleurent devant le mur, le Rav Goren qui sonne le chauffard, mais l'image qui moi me parle encore plus, c'est cette photo du Rav Goren avec ce chauffard et le Sefer Torah sur le Har HaBayit, en haut, pas au mur, mais au-dessus, sur l'esplanade du temple, et les parachutistes qui se prennent en photo, qui sont pris en photo devant le dôme du rocher. Et dans toutes les photos que vous pouvez voir sur Internet, vous verrez toujours cette photo qui coupe le toit pour surtout que vous ne voyez pas ce qui se trouve sur le toit, qui est le drapeau israélien qui flotte sur le toit, sur le dôme doré. Mais très vite, Moshe Dayan, le premier ministre de la Défense, va demander de doter ce drapeau qui énerve le monde musulman. Et la suite, elle est connue. La suite, c'est la guerre dans laquelle on est, que les Arabes appellent Maboul el-Aqsa, la guerre pour l'esplanade du temple. Nous, on n'a pas encore tout à fait compris. Ça nous viendra. C'est pour ça que ça prend du temps. Il faut qu'on comprenne quand est l'enjeu de la guerre. Quand on comprendra que cette guerre est dirigée pas vers les kibbutzim du Hotef et pas vers les gens de Kriyat Shmona. C'est vrai que tous souffrent et tout Am Israël souffre avec les soldats qu'on doit envoyer dans ces combats. Les combats se focalisent et les Arabes ont clairement défini le but. Le but pour eux, c'est la souveraineté sur le Har HaBayit. Quand Israël comprendra qu'il faut qu'on assoie notre souveraineté sur le Har HaBayit, alors on pourra voir une fin de ces combats. Malheureusement, on n'y est pas encore. C'est pour ça que ça traîne, ça traîne. On n'a pas encore tout à fait réussi à comprendre où on va et où est-ce qu'on en est. Mais ça, c'est le cadre d'une autre conférence. Alors, je vous souhaite un très bon Lag BaOmer. Voilà, on pourra parler de la bravoure des combattants il y a 2000 ans, les combattants de Bar Korva, et cette bravoure qui continue jusqu'aux combattants d'aujourd'hui de Harabot Barzel, en passant par cette figure qu'on a découvert aujourd'hui, Hannah Senesh. Voilà, alors je coupe la diaporama, pardon. Et on peut ouvrir le micro. Tu ouvres, Johan, ou j'ouvre moi? Je peux aussi le faire. Les micros sont ouverts. Voilà.